Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite au cours d'électricité, plus particulièrement la partie électrostatique. Aujourd'hui, on va étudier les conducteurs en équilibre. Alors à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas de nous faire parvenir de vos remarques, vos questions, et aussi n'hésitez pas de nous faire plaisir par la mise de like, de partage et de vos abonnements. Alors, théorème de Gauss. Donc, pour aborder cette partie sur les conducteurs, je vais rappeler rapidement le théorème de Gauss sous sa forme intégrale et à l'occasion, je vais introduire le théorème de Gauss sous sa forme locale et ensuite on va aborder les conducteurs. Donc, le théorème de Gauss sous sa forme locale, nous avons vu par avant le théorème de Gauss exprimé sous sa forme intégrale, voilà. C'est-à-dire que le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la charge intérieure divisée par epsilon 0. C'est-à-dire le flux, elle est égal à quoi? Est égal à 1 sur epsilon 0 que multiplie par la charge que contient ce volume à l'intérieur de la surface sigma fermée. Alors, cette formulation peut être réécrite sous forme, ce qu'on appelle locale, grâce au théorème de Green-Ostrogradsky, c'est le théorème de flux divergence. C'est un théorème, voilà, qui vous fait passer d'une intégrale double à une intégrale triple, ou inversement, d'une intégrale triple à une intégrale double. Énoncé comme suit, le flux d'un champ de vecteurs à travers une surface fermée est égal à l'intégrale de la divergence de ce champ sur le volume défini par la surface. Voilà notre surface en question. Il contient un volume V et donc il contient une charge Q intérieure. Et nous avons le champ électrique. Alors le flux de ce champ électrique-là à travers toute cette surface fermée appelée sigma est égal à quoi? Est égal à la divergence de ce champ-là dans le volume V. C'est-à-dire, en coordonnées cartésiennes, voilà l'expression de la divergence. Et donc, à partir de là, on peut réécrire, on arrive donc à l'égalité suivante. Le flux, d'abord, l'expression du théorème de Gauss sous sa forme intégrale, c'est le flux du champ électrique à travers la surface sigma fermée est égal à la charge que contient ce volume divisé par epsilon 0. Mais d'après le théorème d'Ostrogradsky qu'on vient de voir là, eh bien cette expression, c'est-à-dire celle-là, est égale à quoi? Est égale à la divergence. Donc égale à la divergence. D'où on peut tirer la relation suivante, c'est quoi? Eh bien c'est que divergence de E est égal à ρ sur epsilon 0. C'est l'expression du théorème de Gauss sous sa forme, ce qu'on appelle locale. On appelle aussi l'équation de Maxwell-Gauss. Voilà, une fois introduit ce théorème de Gauss sous sa forme locale, maintenant on va étudier l'équilibre électrostatique des conducteurs chargés. Alors, un conducteur, c'est quoi? Eh bien, c'est un milieu, comme vous savez déjà, où les charges sont libres, ils peuvent se mettre en mouvement pour peu qu'il y ait une force qui agit sur ces charges-là. Alors, c'est le cas par exemple, les électrons dans un métal, les ions positifs ou négatifs dans un liquide ou un gaz. Dans un isolant, vous savez, les charges sont immobiles. C'est-à-dire que, eh bien, les charges pour passer de la bande de valence à la bande de conduction, il y a un gap et il faudra beaucoup d'énergie et c'est ça qui fait qu'ils sont fixes dans leur bande de valence. Alors, conducteur en équilibre. Un conducteur est dit en équilibre si ses charges libres sont immobiles. Voilà un conducteur, voilà. Et puis, voilà un conducteur chargé, voilà, et il est soumis, il est plongé dans un champ électrique. Donc le champ électrostatique à l'intérieur est nul. Pourquoi il est nul? En effet, toutes les charges, puisque j'ai un champ, voilà, les charges négatives vont se mettre d'un côté, et puis ils vont se coller sur la surface. De même pour les charges positives, et ils ne vont plus bouger.
Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Autrement dit, une fois qu'ils sont collés sur les bords, sur la surface, ils ne bougent plus. Donc ils ne sont plus soumis à aucune force. Ça veut dire que F égale 0. Et comme F égale à QE, donc E égale à F sur Q, et bien F égale 0, ça veut dire que E est égal à 0. Donc ça veut dire que le champ à l'intérieur, une fois l'équilibre est atteint, et bien le champ à l'intérieur est égal à 0. Ici nous avons le conducteur hors équilibre, ça veut dire c'est une phase transitoire pour atteindre la phase d'équilibre qui est celle-là. Alors le potentiel V, dans ces conditions, le champ à l'intérieur est égal à 0, et comme on a la relation bien connue E également grade V, eh bien E est égal à 0, ça veut dire V est égal à constante. Donc le potentiel à l'intérieur de tout le conducteur est égal à une constante. Maintenant, la distribution de charges électriques ne peut être que surfacique. Pourquoi? Pourquoi ces charges ne peuvent exister que sur la périphérie de ce conducteur-là? Eh bien, considérons un conducteur chargé en équilibre. C'est le cas là. Appliquons le théorème de Gauss au point M, en un point M du conducteur. C'est-à-dire, je prends un point M là, et puis je vais appliquer le théorème de Gauss. Donc, on a dit que divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. C'est-à-dire, vous avez normalement divergence de E est égale à A, la densité volumique divisée par epsilon 0. Et comme E est égal à 0, donc ça veut dire que ρ égale 0. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de charge à l'intérieur. Au lieu d'avoir des charges volumiques, on a des charges surfaciques. Donc la charge du conducteur ne peut être que surfacique avec la densité de charge sigma. Voilà, ceci en ce qui concerne le conducteur en équilibre. Alors maintenant, dans cette deuxième partie, on va chercher à calculer le champ au voisinage immédiat d'un conducteur. Et pour cela, on aura à faire ce qu'on appelle le théorème de Coulomb. Alors, que dit le théorème de Coulomb? Le théorème de Coulomb donne le champ électrique au point proche de la surface du conducteur. C'est-à-dire, il nous permet de déterminer l'expression du champ aux régions proches voilà le conducteur en bleu dans ces régions-là, les régions voisines. Et bien pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème de Gauss. Voilà, on choisit une surface. Pour appliquer le théorème de Gauss, il faut choisir une surface. Donc on choisit cette surface-là. À l'intérieur du conducteur, c'est une forme quelconque, ça n'a pas d'importance parce que le champ est nul. Et puis là, on prend un ds et on prend un cylindre là, de manière à ce que, comme le champ il est perpendiculaire à ds tout le temps là, et bien en ce qui concerne cette partie de cylindre là, il va être perpendiculaire à ds, donc le flux va être nul, et là il va être collinéaire et on aura l'expression du flux sans problème. Alors donc le flux du champ électrique à travers la surface S globale, voilà, est égal à quoi? Sachant que S global est égal à S1, voilà, le disque qui ferme le cylindre, S2, donc la partie latérale du cylindre, et S3, c'est cette partie quelconque. Donc le flux à travers DS est égal à le flux à travers S1, S2 et S3. D'après Gauss, est égal à la somme des charges intérieures divisée par epsilon 0. Puisque à l'intérieur, le champ est égal à 0, donc le flux à l'intérieur est égal à 0. S2 est tangente à... Donc là, pour cette partie-là, S3, le flux est égal à 0. Pour S2, le flux, le champ, il est dirigé comme ça, et le ds, il est perpendiculaire à E, donc le flux à travers S2 est égal à 0. D'où le flux à travers la surface totale est égal au flux à travers tout simplement, voilà ce qui va rester, c'est le flux dû à la surface S1. E est collinéaire au vecteur ds. Donc est égal à E fois, puisque la distance par rapport, elle est constante, voilà, sur cet élément de ds, donc ES1 égale la somme des charges. La charge Q est égale à quoi? Il est égal à la charge portée par cet élément de surface là, c'est-à-dire ρS1 sur epsilon 0.
Donc le E est égal à quoi? Il va être égal à, voilà, et E S1 est égal à rho S1 sur epsilon 0. Donc E égale sigma, pardon, c'est sigma plutôt que rho, sigma divisé par epsilon 0 fois n. C'est ça le théorème de Coulomb. Ça veut dire, au voisinage immédiat d'un conducteur en équilibre, le champ électrique est égal à E. E est égal à sigma sur epsilon 0 fois le vecteur n. Voilà ce qui concerne le théorème de Coulomb. Maintenant, on va étudier la distribution des charges sur un conducteur et voir l'effet, ce qu'on appelle l'effet des pointes. C'est-à-dire, suivant, si on prend un volume quelconque, eh bien, il peut avoir des formes différentes, des parties rondes, des parties plates, des parties pointues, etc., etc. Et on va voir que la répartition surfacique des charges n'est pas la même, elle dépend de la forme du conducteur. On peut, pour faire ça, on peut aborder ce phénomène avec deux sphères chargées de rayons R1 et R2. Donc pour étudier ça, ce phénomène-là, on va considérer deux sphères. Voilà, une première sphère de densité de charge sigma 1 de rayon R1, de centre O1. Le R1 est beaucoup plus grand que la deuxième sphère pour laquelle on a un centre O2, densité de charge sigma 2 et R2. Alors, on peut considérer que chaque sphère est isolée, mais qu'elle partage le même potentiel. C'est-à-dire qu'on peut supposer que chaque sphère, c'est comme si il existe toute seule. La même chose pour la deuxième sphère, mais pour partager le potentiel, c'est-à-dire pour avoir le même potentiel, on va les relier par un fil là qui va imposer le même potentiel aux deux sphères. Alors maintenant, quel est le potentiel? Je considère une sphère quelconque, là. Quel est le potentiel de cette sphère au point O? Eh bien voilà, une sphère de rayon grand R. Donc, le potentiel en haut, c'est-à-dire au centre, est égal à 1 sur 4pi epsilon 0. Voilà. L'intégrale, c'est-à-dire Q sur epsilon 0, c'est autrement dit, sigma ds sur R, voilà, est égal. Et bien la somme, cette somme-là, c'est la charge totale de la sphère, donc c'est 1 sur 4pi epsilon 0, Q sur R. Voilà. Donc dans des exercices qu'on va voir, on montre que dans ce cas-là, la distribution du potentiel il a la forme suivante. Le potentiel est constant entre 0 et R. Voilà, V est constant entre 0 et R. Mais quand vous sortez, en utilisant le théorème de Gauss, quand vous sortez, c'est-à-dire vous considérez une surface plus grande, et bien le potentiel, plus vous éloignez du centre O, plus le potentiel diminue pour tendre à l'infini vers 0. Mais sinon, entre O et le rayon R, il est constant, il est égal à V. Donc, voilà, V de O est égal à cette valeur constante. Maintenant, eh bien, on va étudier le cas des deux sphères. Donc, quel est le potentiel au point O1 de cette sphère-là? Eh bien, j'applique la même chose. Donc, V égale à cette expression, voilà, sigma 1 ds sur R1. Et pour l'autre sphère, V au centre O2 est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, sigma 2 R2. Alors, sigma est égal à quoi? Quelle est la charge? Autrement dit, à quoi est égal cette intégrale-là? Eh bien, sigma constant, R1 constant, je peux les sortir. Donc, l'intégrale de ds, c'est quoi? C'est tout simplement la sphère, la surface de la sphère qui fait 4 pi R1 carré. Voilà. Et tout ça là est égal à quoi? Est égal à sigma R1 sur epsilon 0. De même pour la deuxième, ça veut dire V2 égale sigma 2 R2 epsilon 0. Et puisque les deux sphères sont reliées, ça veut dire ils ont un potentiel commun V, ça veut dire V1 égale V2, donc ça veut dire ce terme-là V1 est égal à ce deuxième terme V2. Ce qui amène la relation suivante. Sigma 2 sur sigma 1 est égal à R1 sur R2. Et on peut constater dans ce cas-là que plus R1 est supérieur à R2, plus R1 est grand, voilà, ça veut dire plus le rayon de cette sphère est grand, plus le sigma 2 est supérieur à celui-là. Ça veut dire plus sigma 2, plus la concentration, plus le rayon ici est grand, plus la concentration, ou bien la densité surfacique de charge va être grande. Et c'est ça
qui explique l'effet des pointes. Ça veut dire que quand vous avez supposons un conducteur qui a cette forme-là, par exemple, là, eh bien, les parties moins rondes, voilà, par exemple ici, eh bien, on va se trouver avec sigma 1. Si je passe à cette partie qui est beaucoup plus ronde, un peu plus pointue, sigma 2, et de même si R est encore plus petit, on va trouver la densité de charge dans cette zone-là beaucoup plus grande qu'ici, etc., etc. Et c'est ça ce qu'on appelle l'effet de pointe. Ces résultats montrent l'effet d'une pointe qui correspond à une accumulation de charges. Tout se passe comme si les charges préféraient les zones de forte courbure. C'est-à-dire là où il y a une pointe, eh bien les charges préfèrent aller dans cette zone-là plutôt que dans les zones où le conducteur présente une surface ou une forme plane, par exemple. Alors maintenant, on va introduire une autre notion. Il s'agit de ce qu'on appelle la pression électrostatique. La pression électrostatique, c'est-à-dire, vous avez un élément ds et on cherche quelle est la force. On va chercher la force et donc à partir de là déterminer la force divisée par la surface et ce qui va nous donner une pression. Et c'est ça ce qu'on appelle la pression électrostatique. Pour faire cette étude, on considère un conducteur en équilibre. Voilà. Donc les charges se trouvent toutes au niveau, et se réfugient au niveau de la surface. E à l'intérieur, comme on a vu, il est égal à 0. Le potentiel, on a dit E égale moins grade V, E égale 0, donc V égale constante, V est égal à une constante, voilà. Vous avez une densité de charge, voilà, sigma. Vous avez ici les champs qui sont divergents et ils sont perpendiculaires au ds, voilà. Et on a la surface est équipotentielle, c'est-à-dire, de toute façon, tous les points à l'intérieur et au niveau de la surface, ils ont le même potentiel comme on vient de voir par avant. Alors, là, qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher, d'abord, avant de chercher la force, on va chercher le champ électrique au voisinage, en un point, au voisinage de ce conducteur-là. Alors, qu'est-ce qu'on a vu par ce champ-là? En fait, il est le résultat de quoi? Il est le résultat de champ créé par cet élément ds-là, en ce point-là, plus le champ créé par les autres charges, voilà, créé en ce point-là. Donc je répète, vous avez le E1, le champ global E, voilà, est égal à E1 de M plus E2 de M. Voilà notre point M. Donc le champ global ici, E de M, est égal à E1 de M. C'est le champ créé par les charges se trouvant sur cet élément ds. Plus E2, en ce point toujours M, plus E2 de M, c'est quoi? C'est le champ créé par les autres que celle-là du conducteur, c'est-à-dire les autres charges de là jusque là. Et le champ créé, on va l'appeler E2. Voilà. Alors maintenant, comment déterminer E1? Comment déterminer E1? Eh bien, E1, c'est le champ créé par, on a dit, la surface, l'élément de surface ds, là. Voilà. Eh bien, on a vu ça par avant, c'est-à-dire que l'élément ds, en ce point M là, nous avons l'élément ds, et la position de ce point là par rapport à ds, le ds se présente comme étant comme si c'était un plan infini par rapport à ce point là très proche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on se trouve dans le cas où on cherche le champ créé par un plan infini, et on a vu ça par avant. On a dit voilà, quand nous avons un plan infini et on cherche le champ créé par ce plan là, eh bien on avait fait, on a utilisé le théorème de Gauss. Voilà, un cylindre, le champ il est dirigé comme ça, donc dans cette partie-là il est nul, puisque le champ il est comme ça, il est ds. Dans la partie latérale, il est nul, parce que le champ il est dirigé comme ça ou bien comme ça, et le ds là, il est dirigé comme ça là. Il reste le champ créé par cette partie du cylindre et par celle-là. Et on avait trouvé que le résultat était sigma sur 2 epsilon 0. Donc le champ créé par cet élément ds là, c'est E1 de M égale à sigma sur 2 epsilon 0. Maintenant, E2, c'est-à-dire le champ créé par
le reste de la surface autre que ds. Voilà. Et bien E2, comme on a E est égal à E1 plus E2, et que E, on a vu, c'est le E, quel est le champ créé le champ au voisinage immédiat d'un conducteur en équilibre. On l'a vu juste avant c'est le théorème de Coulomb. Donc le théorème de Coulomb, qu'est-ce qu'il dit? Au voisinage immédiat de la surface d'un conducteur, le champ est égal à sigma sur epsilon 0n. Donc ce champ-là, immédiat, c'est le champ déterminé par Coulomb, c'est lui qui est égal à cette composante E1 plus cette composante E2. Connaissant E, qui est sigma sur epsilon 0, connaissant E1, qu'on vient de voir là, sigma sur 2 epsilon 0, donc on a E égale E1 plus E2, donc E2 est égal à E moins E1, et voilà, ça veut dire, voilà, l'expression du champ électrique créé par le reste des charges autres que celle-là, créées au point M, au voisinage de l'élément ds. Voilà. Donc, E2 est égal à cette pression. L'élément de surface ds va subir quelle force? Eh bien, quelle est la force subie par cet élément ds? Eh bien, quand vous avez, de manière générale, quand vous avez une charge, la force qui est exercée sur plonger une charge Q plongée dans un champ E, eh bien, la force, c'est F égale QE. Donc, la force exercée sur ds est égale à quoi? Force exercée sur l'élément ds est égale à quoi? Est égale à A. Cette charge-là, que multipliée par le champ total E. C'est-à-dire par le champ créé par les autres charges, pardon. Donc, j'ai une charge dQ, il subit une force, et bien, cette force créée par les autres charges, c'est égal à dF, que multiplié par dQ, que multiplié par le E créé par les autres charges. Voilà. Donc, dF est égal à dQ fois E2, et comme on a déterminé dQ c'est quoi? C'est ρ ds, et comme on a calculé le E2, ce qu'on vient de voir, donc on aboutit à la pression qui est par définition dF sur ds, voilà ce qu'on appelle la pression électrostatique. F étant dirigé suivant N. Donc voilà la pression exercée sur cet élément ds par ces autres charges-là. Voilà. Il vaut sigma carré sur 2 epsilon 0. Donc voilà ce qui est de la pression électrostatique. Maintenant on arrive à la dernière partie, c'est la capacité d'un conducteur isolé. Alors vous savez, la charge d'un conducteur isolé, éloigné de tout conducteur, donc quand on dit isolé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet d'autre conducteur, est proportionnel à son potentiel V. C'est-à-dire la charge est égale à un coefficient qu'on multiplie par le potentiel. Le coefficient de proportionnalité qu'on a appelé ici CI est appelé capacité de charge du conducteur isolé. Elle dépend de quoi? Eh bien, elle ne dépend tout simplement que de sa géométrie. Dans le système international, il s'exprime en farad, mais le farad c'est une unité très très grande, donc on utilise plutôt des sous-multiples. Par exemple, le microfarad 10-6, le nano 10-9, le pico 10-12, etc. Alors, exemple là. Quelle est la capacité d'une sphère conductrice de centre O et de rayon R? On va considérer une sphère conductrice en équilibre portant une charge totale Q, c'est-à-dire voilà une sphère, donc Q est répartie sur cette sphère-là, répartie de manière superficielle, donc répartie sur la surface, ce qui donne une densité de charge sigma. Le potentiel est constant à l'intérieur de la surface de la sphère, donc c'est tout ce qu'on on a vu ça apparemment. On a dit que il est en équilibre, le champ est nul à l'intérieur, donc le potentiel est constant et défini par V égale, voilà l'expression. D'où, eh bien, ça veut dire qu'on est arrivé à V égale à cette expression-là que multiplie par Q. Donc ce terme-là, ça veut dire donc C qui est par définition égal à Q sur V, donc c'est égal à Q sur V, ça veut dire que eh bien, si je fais passer le V là et le reste terme là, mais je vais avoir C est égal
4 pi epsilon 0 R. Voilà. Donc chaque fois qu'on vous donne un conducteur, on vous demande particulièrement parce que quand il n'est pas isolé, ça veut dire que dans sa périphérie, il y a d'autres conducteurs, il y a d'autres coefficients qui vont intervenir. Mais nous, on s'intéresse ici à un conducteur isolé. Donc quand vous calculez, il faut que vous avez la relation entre le potentiel et la charge de ce conducteur, et bien vous n'avez qu'à faire le rapport Q sur V pour obtenir la capacité de ce qu'on appelle de ce conducteur. Voilà, sur ce se termine cette partie d'électrostatique. Et n'oubliez pas, comme on l'a dit par avant, de nous faire parvenir de vos remarques, vos questions, etc. Et n'oubliez pas non plus de nous faire le plaisir par la mise de like, de abonnements et de partage. Alors sur ce se termine cette partie. À plus.